Quelles sont les étapes de la feuille de théier à ta tasse de matcha? La première étape, c'est évidemment avec la plante, le théier. Au fait, tu savais que le thé, que ce soit du thé vert, du thé noir, du thé rouge, du thé matcha, ça provient de la même plante qui est le théier. Au Japon, tu vas avoir les champs de thé que nos fermiers partenaires entretiennent. Et une étape clé dans la production du matcha, du côté de la feuille de thé, c'est l'ombrage. En fait, l'ombrage, c'est 3 à 4 semaines avant la récolte. Les fermiers vont couvrir leur plant de théier avec diverses techniques, mais en gros, des sortes de couvertures qui vont bloquer jusqu'à 99% des rayons du soleil. Et c'est en fait un jeu de feeling du fermier qui va voir en fonction de comment le supporte le théier et est-ce qu'il doit bloquer 99% des rayons du soleil, à peut-être ajouter quelques pourcents de plus de soleil, en fonction de comment il ressent que le théier le supporte. Et c'est une étape clé parce que à ce moment-là, quand le théier n'a plus de lumière, ou presque plus, il a besoin de soleil pour créer de l'énergie, et avec ce qui s'appelle la photosynthèse. Le théier va essayer d'optimiser sa photosynthèse en produisant plus de chlorophylle. C'est ça qui va donner cette couleur verte très puissante au matcha. C'est pour ça qu'un bon matcha a une bonne couleur bien verte. Ça signifie qu'il a été ombré pendant longtemps. Le théier, à ce moment-là, il est en mode « Ok, il s'est passé quelque chose, il faut que je trouve le soleil ». C'est pour ça qu'il va créer de jeunes pousses qui vont faire des petits bourgeons et ensuite des petites feuilles qui ont pour mission de trouver le soleil. Peut-être que, imagine ma main là, elle est couverte par quelque chose et il va essayer de trouver ailleurs. Est-ce que je peux trouver le soleil ailleurs? Donc tu vois, ça c'est un peu l'état d'esprit entre guillemets du théier qui va donc générer de jeunes pousses. Et ce sont ces jeunes pousses qui sont gorgées de chlorophylle, d'antioxydants. C'est une image, hein, mais c'est un peu comme si le théier il donnait tout ce qu'il avait dans ses jeunes pousses pour essayer de retrouver le soleil et retrouver de l'énergie. Pendant tout ce temps aussi, il doit modifier la façon dont il récupère de l'énergie en puisant plus d'énergie du sol. C'est très difficile parce qu'il faut un théier qui ait des racines profondes et un sol qui soit assez riche pour soutenir ce moment. Ça crée beaucoup de réactions au sein de la plante, mais notamment ça augmente le taux de L-théanine, qui est cet acide aminé qui a un effet sur nous humains, qui nous rend calme, qui nous rend posé et focus en fait. À ce moment-là, donc, au bout de 3 à 4 semaines, le théier a fait des super belles petites feuilles, jeunes pousses, toutes tendres et d'un vert incroyable. À ce moment-là, le fermier va retirer ses couvertures et c'est le moment de la récolte. Il s'agit de récolter du coup les 2-3 feuilles qui ont été créées sur plusieurs tiges de chaque théier. Donc en fait, c'est récolter juste le dessus. La plupart des méthodes de récolte qui ne sont pas à la main, elles sont très précises parce qu'elles vont juste récolter le dessus, un peu comme une tondeuse quoi, pour la tête. Et donc il y a plusieurs méthodes pour la récolte. La récolte à la main n'est pas forcément le signe de la plus haute qualité et du plus haut soin parce qu'en fait, ça dépend des endroits. Je pense à notre matcha Ipponmatsu par exemple de la fermière Azuma-san. C'est un champ qui est très loin dans la forêt, dans les collines et très loin de toute habitation et qui est très pentu. C'est tellement en pente qu'ils ont même dû abandonner les théiers qui sont le plus en bas de la pente et qui sont trop difficiles d'accès. Il n'y a pas beaucoup de monde aux alentours et c'est très pentu, c'est-à-dire c'est très physique de travailler dans un tel champ. C'est pas possible de faire de la récolte à la main et ce n'est pas nécessaire. Il y a aussi les récoltes avec une sorte de plus grosse machine, un peu comme une sorte de maxi tondeuse avec des chenilles sur les côtés. Tu me vois peut-être dans des vidéos en train d'en conduire chez Takeshi-san. Et voilà, ça aussi c'est une méthode qui marche très bien parce que c'est très précis pour tailler vraiment l'endroit qui est voulu de la tige et récupérer uniquement ces jeunes pousses. Mais ça marche que sur un champ qui est très plat. La récolte à la main, en fait, elle se fait en général dans les champs de théier qui sont entourés par des villes ou par des habitations. Par exemple, c'est le cas de Uji. Uji, en fait, c'est une ville, mais dans cette ville, tu as la route, tu as des petites ruelles et tout, des habitations et un champ de thé. Et puis à un autre endroit, un champ de thé, un champ de thé. Tu as aussi des champs de thé le long de la rivière. Et du coup, là, il y a beaucoup de personnes disponibles et les personnes qui sont employées, ce sont beaucoup de femmes âgées de la ville. C'est un endroit où il y a de la main-d'œuvre, il y a des gens qui peuvent aider à récolter. Et donc, ça vaut pas forcément le coup d'investir dans des grosses machines. Et lors de la récolte, c'est un moment clé pour le fermier théier parce que, imagine, par exemple, je pense à Nakai-san.
Alors lui, lorsqu'il est en récolte, il dort en sommeil polyphasique. Genre il dort 30 minutes toutes les 4 heures ou un truc comme ça. Peut-être pas ça le calcul, mais bref. Parce que je crois qu'il a plus de 20 hectares de champs de théiers. Et du coup, il se retrouve avec beaucoup de feuilles de théier fraîchement cueillies. Et celles-là, il faut les traiter, les passer dans le cycle de transformation le plus vite possible avant que ces feuilles, elles ne s'oxydent. Parce que d'ailleurs, petit fun fact, le thé noir, c'est simplement du thé vert qui a été cueilli et qui a été un peu cassé, les feuilles, et ensuite elles sont laissées s'oxyder, et c'est pour ça qu'elles prennent cette couleur marron. Et aussi cet arôme incroyable, c'est un thé qui a été oxydé. Et donc faut imaginer que Nakai-san, un de nos fermiers partenaires, il va recevoir plein de feuilles de thé fraîches en même temps. L'enjeu, c'est de les transformer le plus vite possible avant qu'elles ne s'oxydent et du coup qu'elles perdent leur couleur et leurs propriétés gustatives. Et donc les feuilles reçues, les feuilles fraîchement coupées, fraîchement récoltées, elles sont stockées d'abord dans un local où c'est plus ou moins réfrigéré. Et le but du coup de Nakai-san, et lui c'est pour ça qu'il dort en sommeil polyphasique, c'est parce qu'il doit vérifier que tout se passe bien sur chaque étape de production qui arrive. Et donc, la première étape, c'est qu'on va prendre ces sortes de larges caisses de feuilles fraîches et elles vont être amenées à la première étape de production, étape très importante qui est l'étuvage. Donc l'étuvage, en fait, c'est le passage à la vapeur des feuilles de théier dans une machine spéciale qui va, et ça c'est aussi à la discrétion du fermier, c'est qui va régler pendant combien de temps la feuille doit être étuvée, passée à la vapeur. Il s'agit de, en général, 15 à 30 secondes. Et cette étape d'étuvage, de passage à la vapeur, de cuisson vapeur en fait, elle va amener la feuille à figer les enzymes de la feuille. La feuille ne pourra plus s'oxyder et elle va figer sa couleur, garder cette couleur verte puissante. Et donc voilà, Nakai-san, il choisit en fonction de la température d'étuvage et la durée de l'étuvage. En fait, ça fait changer la composition enzymatique de la feuille qui fait que la couleur se fixe et la feuille ne pourra plus s'oxyder facilement. Donc, tu sais, l'oxydation dans le thé, c'est quand la feuille verte devient progressivement marron. C'est ce qui fait aussi le thé noir. Et donc, dans le cadre du matcha, il y a cet effet de fixation et aussi, ça change le goût. C'est la première étape qui impacte le goût du matcha. Après, ce qui sort de l'étuvage, ce sont des feuilles qui sont toutes molles puisqu'elles sont passées à la vapeur. Et d'ailleurs, on peut les goûter à ce moment-là. Quand je me rends au Japon et lors des périodes de récolte et que ces machines tournent, c'est toujours l'étape, c'est on prend là une petite épuisette pour pas se brûler parce que les feuilles sortent chaudes et on va regarder, on va sentir la feuille et goûter également la feuille telle qu'elle. Ensuite, ce qui se passe après, c'est il faut que cette feuille elle soit séchée. Donc, elle est passée dans des sortes de cage à papillons, moi j'appelle ça comme ça. Donc une cage à papillons, genre où tu as toutes les feuilles qui sont pulvérisées en l'air et genre qui tombent comme ça, comme des papillons. Et en fait ça permet de les sécher, de retirer les gouttes et l'humidité. Et ensuite elles passent dans leur première étape de cuisson. Ces feuilles sont passées dans un four à niveau dont la chaleur en fait est plus élevée en haut, peut atteindre à peu près 100 degrés. Ce qui en ressort, après plusieurs passages dans les niveaux, c'est une feuille qui est donc avec sa tige, qui est toute crispy et qui est très verte. Et tu peux même la manger genre comme des chips. Donc ça, c'est ma deuxième étape en visite, c'est d'aller voir de l'autre côté du four et de passer la main pour goûter une petite poignée de feuilles. Cette étape de cuisson, elle va être clé pour comprendre le goût du matcha. Ça influe en gros sur le goût. C'est pour ça que c'est une étape que le fermier supervise et vérifie et goûte régulièrement. Mais pour le matcha, on ne veut pas les parties les plus tanniques de la feuille, c'est-à-dire la tige et le squelette de la feuille. Et ces parties-là doivent être retirées. Et en plus aussi, il y a certaines impuretés qui doivent être retirées. Ça se voit plus microscopiquement, mais elle peut créer des petits poils végétaux. Voilà, il y a des petits trucs comme ça. Et aussi, il y a des petites particules qui proviennent de l'extérieur ou de la ferme, du jardin de théier, etc. Et ça, c'est retiré en passant du coup ces feuilles dans plusieurs machines qui ont chacune leur fonction. Avant d'ailleurs, tout ça c'était fait à la main. En fait, ça prenait beaucoup de main d'œuvre. Et c'est pour ça que le matcha, c'était un trésor réservé à l'empereur et aux personnes les plus importantes de la région, du pays, etc.
Aujourd'hui, c'est bien plus accessible et c'est aussi en partie grâce à la mécanisation de beaucoup de ces process. Notamment, tu vois, tu as des machines qui vont souffler la feuille et en fait, tu as des petites impuretés qui vont tomber en premier et la feuille va tomber plus loin. Enfin, il y a plein de trucs très ingénieux comme ça de ces machines et il y en a aussi qui sont très high-tech, qui voient en fait chaque feuille. Ça, c'est mes visites dans la production, dans les usines de fabrication qui ont cette étape de transformation de la feuille, retrait des impuretés. Il y a aussi le process d'utilisation d'électricité statique pour retirer, séparer des impuretés végétales de la feuille et séparer la tige et le squelette de la feuille. Et en fait, on se retrouve à la sortie de cette transformation, on se retrouve avec uniquement le cœur de la feuille de théier. Et c'est comme un peu des sortes de petites paillettes de cette taille et tu peux du coup les goûter. C'est comme des mini chips, on va dire, de théier et uniquement le cœur de la feuille sans ses rainures et sans ses tiges. Alors c'est surtout facile de retirer les tiges. Le squelette de la feuille, c'est un peu plus difficile. Et c'est pour ça qu'en fait, on peut avoir plusieurs qualités de thé, de matcha. Si je refais une petite parenthèse sur la partie agricole, tu as la première récolte, mais ensuite, les théiers, tu vois, ils vont continuer à faire des feuilles, à se régénérer, et donc une deuxième récolte peut être faite, et également plus tard dans l'année, il peut y avoir une troisième récolte. Pour tous nos thés de haute qualité, il n'y a qu'une seule récolte qui est faite par an sur ces théiers. Parce que chaque récolte, en gros, fatigue un peu la plante et stresse la plante. Et si tu veux avoir le meilleur matcha, il faut une seule récolte par an. Mais pour ce qui est des matchas de qualité latte ou de qualité culinaire, il peut y avoir d'autres récoltes, une, deux ou trois par exemple, dans l'année sur ce théier. Mais ça va créer du coup les récoltes d'après, donc la deuxième et troisième, etc. Elles peuvent être de moins bonne qualité, c'est-à-dire être un peu plus tanniques, être un peu plus dans des couleurs un peu plus jaunes, un peu moins vertes électriques. En gros, c'est des théiers qui n'ont pas été ombragés et qui proviennent de la troisième ou quatrième ou cinquième récolte de l'année. C'est ça d'ailleurs la différence de qualité entre des matchas culinaires, des matchas premium, des matchas grand cru, etc. C'est ce soin apporté à chaque étape de production, en partant de l'agricole, à l'étuvage, aux machines, etc., qui crée au final un produit plus ou moins qualitatif et incroyable. Après cette étape, on arrive à ce cœur de feuille. Ce cœur de feuille, c'est ce qu'on appelle le haracha. C'est ce que le fermier va empaqueter dans des grosses malles comme ça, là, des gros sacs, et qui va envoyer en général à la coopérative ou à l'usine qui va être responsable de la transformation en matcha. Parce que donc le matcha, c'est beaucoup d'équipements et c'est un autre métier, tu vois, la partie meule de granit, etc. C'est pas quelque chose qui est tout fait chez le même fermier en fait. Le fermier, lui, il va produire le haracha, qui veut dire thé brut, et il va envoyer ça à son partenaire producteur. C'est pour ça qu'on peut différencier le fermier et le producteur. Le producteur, lui, il reçoit ce haracha et c'est là que va être le maître du thé. Un maître du thé qui va être comme chez nous en France, on a dans le monde du champagne, tu as le maître de chai. Le maître de chai dans le monde du champagne, c'est la personne qui va faire en sorte que ton Moët et Chandon, il ait le même goût pour ce nouvel an, pour le nouvel an prochain ou pour toutes tes occasions champagne. C'est intéressant parce que tous les ans, les conditions du terroir évoluent. La condition météorologique, les éventuels parasites ou les éventuelles maladies de la plante, elles vont créer des conditions de récolte différentes. Et du coup, chaque année, en fait, s'il n'y avait rien qui était fait, ton champagne, il aura un goût différent. Simplement parce que ça change, en fait. Et avec un maître de chai dans le monde du champagne, c'est quelqu'un qui va faire une recette, en fait, en prenant les raisins de tel endroit, le raisin de telle année. Il fait une recette, c'est-à-dire un mix, 30% de ça, 30% de ça, 30% de ça, pour atteindre un goût unique, un goût signature Moët et Chandon ou autre d'ailleurs. Ça, c'est le concept de l'assemblage. Donc dans le matcha, c'est un peu similaire. On va avoir des assemblages et c'est ce moment où du coup, le producteur il va recevoir des sacs de haracha provenant de plusieurs fermiers différents. Et ça dépend, donc là je parle de matcha d'assemblage, mais on a aussi des matchas qui viennent d'un seul fermier, d'un seul endroit. Mais pour être complet sur cette vidéo production, je voulais te parler de ça. Le maître du thé, il va faire ce process de recette où il va prendre, en fonction il va goûter, etc. pour atteindre un goût signature, un goût constant d'un matcha.
Et ça, par exemple, c'est le cas de notre matcha premium bio, notre best-seller, celui que vous adorez le plus, qui est parfait pour les débutants et qui a un bon rapport qualité-prix. Et donc voilà, ça c'est un matcha d'assemblage qui a ce goût signature, qui reste le même chaque année. Et même si les conditions changent, c'est du coup fait par rapport à cette recette. C'est tout un métier et c'est passionnant d'ailleurs, c'est un métier du goût. Pour moi, ça s'apparente aussi un peu comme tu sais, en France, le métier du nez, quelqu'un qui crée des parfums. C'est vraiment ce travail d'assemblage sensoriel. Tout ça pour te dire qu'il y a tellement de choses qui se passent en fait derrière ta petite boîte de matcha que tu bois le matin peut-être. Et c'est ça que j'adore partager. Et que nos partenaires, producteurs et fermiers, adorent aussi partager avec toi. Le producteur prend le aracha, il va peut-être prendre d'autres arachas d'autres endroits pour créer cette recette. Ou alors, peut-être qu'il va uniquement prendre le aracha de tel endroit, de tel terroir, de tel fermier. C'est le cas par exemple de notre matcha Ipponmatsu de Azuma-san, ou le matcha de Tokuya-san, etc. D'autres matchas qu'on a. Ou le matcha Saemidori, tous nos matchas de cépage unique par exemple. Parce que aussi plusieurs cépages peuvent être mélangés pour atteindre un goût. Et là, ce aracha, il va dire ok, on veut tant de aracha pour créer finalement notre matcha. Ce aracha, il va être passé par d'autres machines qui vont encore plus l'affiner en retirant d'autres impuretés, une autre étape encore qualitative de retrait encore de tout ce qui peut être retiré. Par exemple, retirer encore plus les tiges pour encore plus affiner la qualité du matcha au final. Quand on a cette qualité affinée de aracha, ça s'appelle le tencha. Le tencha, c'est ce qui est prêt à moudre en matcha. Mais il y a d'abord une étape qui se passe, parce que tout ce que je t'ai décrit là, ça se passe en quelques jours. Et ça doit être très rapide, parce qu'il y a des feuilles dans la file d'attente, il y a des feuilles fraîches qui restent encore à traiter. Et d'ailleurs, petite parenthèse fun fact agricole, c'est que les fermiers utilisent plusieurs cépages pour que en fait, tout ne soit pas prêt en même temps. Parce que si tous les 20 hectares ou les 100 hectares ou je sais pas quoi seraient prêts en même temps, ils ne pourraient pas tout transformer en même temps. Les machines ont une capacité maximale, tu vois, de tant de feuilles par heure, on va dire. Et du coup, il y aurait trop d'attente et les feuilles qui arriveraient en dernier, elles auraient déjà été oxydées. Et donc, une des techniques utilisées, c'est d'utiliser plusieurs cépages parce qu'en fonction du cépage, donc comme dans le vin, le Malbec, le Merlot, le Chardonnay, etc., chaque cépage, donc une espèce de théier, elle va avoir un moment de récolte qui va être différent. Et donc certains sont des cépages qui sont cueillis tôt, certains sont cueillis tard, etc. Et donc les fermiers, ils essaient de s'organiser aussi comme ça. C'est pour ça qu'on a aussi plusieurs cépages. C'est pas la seule raison parce que la principale, c'est le goût. Le moment de la récolte, c'est les moments les plus busy, les plus occupés d'un fermier et le moment le plus clé parce que tu as tout d'un coup, et c'est stressant, parce que tu as tout d'un coup toute ta récolte de l'année, tout ton fruit de ton travail d'une année entière qui est là et qu'il faut transformer le plus vite possible avec le plus haut niveau de qualité possible et par toutes ces étapes. Un bon matcha de qualité, il y a vraiment beaucoup de travail et d'amour derrière et aussi d'intelligence. C'est ça que j'adore. On a le tencha en main. Ce tencha qui est tout frais, en fait, il est d'abord placé en chambre froide pendant à peu près 3 mois. Ça peut être plus, mais 3 mois, c'est un minimum. Et ça, les Japonais ont remarqué que ça apporte plus de rondeur au matcha qui est ensuite préparé. Et c'est un peu comme dans le monde du vin d'ailleurs. Tu as certaines bouteilles qui sont bues directement, mais il y en a beaucoup qui sont un peu maturées pendant peut-être 1 an ou plusieurs mois pour apporter plus de rondeur. Et donc cette étape-là, elle est pareille pour le tencha, qui est donc gardé dans des malles en bois et qui est gardé pendant plusieurs mois avant d'être ensuite arrivé à une des étapes finales qui est la transformation en matcha. Donc c'est-à-dire la mouture, réduire ce tencha. À ce stade, le tencha, c'est des petites paillettes de feuilles de thé et elles sont passées dans ces moulins en granit. Alors il en existe plusieurs sortes. Par exemple, pour notre matcha Saemidori, c'est du granit noir qui est un granit qui a des propriétés où le frottement va moins l'échauffer. C'est une pierre qui a une inertie aussi en termes de température. Parce que tu sais, donc le granit, c'est un moulin qui tourne. C'est comme un burger, en gros, c'est deux grosses pierres qui sont comme ça l'une sur l'autre et qui vont tourner comme ça. Et c'est tout d'ailleurs un métier qui se transmet de génération, en général de père en fils, le métier de tailleur de moulin en granit pour matcha.
C'est un métier qui est très rare. Il y a une centaine ou quelques centaines de personnes qui sont capables de faire ça. Et c'est comme d'ailleurs le métier de sculpteur de fouet en bambou pour le matcha de Chasen, comme notre partenaire Hilata-san. Il n'y a que 50 artisans au Japon qui sont tous au même endroit, dans la ville de Nara. Le tencha est passé au milieu de ces pierres. C'est un peu concave et donc le broyage qui est effectué lorsque la pierre du dessus tourne, elle tourne à une vitesse qui ne doit pas être trop élevée parce que sinon ça créerait trop de frottement et donc trop de chaleur. Plus la pierre tourne lentement, mieux c'est. Sur un matcha de mauvaise qualité ou de basse qualité, tu peux avoir une mouture où un granit va tourner. En 1 heure, il va faire 100 grammes de matcha. Chez nous, la plupart de nos thés matcha, il faut 1 heure pour produire 20 à 30 grammes de matcha parce que la pierre tourne plus lentement et donc crée moins de frottement, moins d'échauffement. Mais tu as aussi une méthode plus industrielle pour broyer le tencha en poudre, qui est la méthode avec billes à céramique et qui est une sorte de gros tambour comme ça. C'est pas du tout le mode traditionnel avec le granit, c'est un énorme tambour avec dedans des billes de céramique qui vont s'entrechoquer avec les feuilles de tencha et qui vont du coup réduire en poudre, mais ce sera une poudre qui sera beaucoup moins fine, le diamètre de chaque particule sera beaucoup moins fin. Ça, c'est réservé aux applications industrielles ou culinaires. Mais pour un vrai matcha de qualité, fait dans la tradition, c'est avec le moulin en granit et qui tourne le plus lentement possible. Et à ce moment-là, du coup, en fait, on se retrouve avec une grosse caisse de matcha, de poudre de tencha. Et l'étape clé importante après ça, c'est le conditionnement de ce matcha, parce que le matcha est un thé qui est très sensible à la lumière, à l'oxygène, à l'oxydation et à l'humidité. D'ailleurs, tout le process que j'ai décrit là, et aussi les machines, tout est fait dans une atmosphère contrôlée, où l'hygrométrie est contrôlée, où plusieurs facteurs sont contrôlés, où les lampes sont spéciales, pour des questions de food safety, pour des questions de garder les qualités organoleptiques, donc les qualités gustatives du matcha et sa qualité de couleur le plus intact possible. C'est devenu vraiment en fait des sortes de laboratoires à la japonaise. Pourquoi je dis à la japonaise? Parce que les Japonais sont connus pour avoir des standards de qualité très élevés et des standards d'usine de production très élevés. Toyota, etc. Enfin, peut-être que tu connais l'histoire. Et en gros, voilà, tout est très contrôlé et l'atmosphère est contrôlée, etc. On arrive du coup à la dernière étape, le packaging. Donc le packaging, c'est une étape qui est très importante parce que le matcha, c'est une poudre dont les particules vont mesurer à peu près 10 microns de diamètre. C'est très 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 fin. Je crois que c'est le diamètre d'un cheveu. Et du coup, packager dans de gros volumes une poudre si fine, c'est un environnement spécifique également. C'est comme un laboratoire en gros. Et c'est des machines spécifiques et aussi dans une atmosphère contrôlée. Et donc, tu as l'ouvrier qui est en combinaison complète avec masque, etc. qui va être là pour faire passer le matcha dans chaque packaging, donc que ce soit les boîtes ou les sachets. Tout cela sont fermés hermétiquement, à l'abri de la lumière, à l'abri de l'oxydation, dans nos sachets ou nos boîtes, vraiment bien étanches. Et ça, c'est important même pour chez toi, dans ta conservation du matcha. Ferme bien tes boîtes et sachets de matcha. Et ensuite, il y a toutes les étapes très importantes d'import, de transport vers chez nous et d'arrivée à notre entrepôt qui est dans le Val d'Oise. Et de là, ensuite, toi, peut-être qui est derrière ton ordi, tu fais ta commande avec notre entrepôt partenaire. On l'envoie le jour même ou le lendemain et tu le reçois d'ici 2 à 4 jours ouvrés. Quand tu reçois ton colis à la maison avec tes boîtes de thé matcha, ouvre-les, profite. Et pour la préparation, je t'invite à aller voir nos autres vidéos sur la chaîne pour te montrer comment le préparer autant en latte qu'en traditionnel, qu'en espresso, qu'en koicha. Il y a plusieurs façons de le préparer. Et donc, je te souhaite d'excellentes dégustations. Et puis, tu peux aussi mettre un petit like si ça t'a plu cette vidéo. Merci beaucoup. Salut!